Alors, je vais resituer les moyens que vous avez pour faire de la formation dans vos établissements. Donc, pour commencer, en fait, aujourd'hui, il y a 32 milliards d'euros qui sont consacrés chaque année à la formation professionnelle. Ça, faut le savoir. Donc, cette somme bénéficie à l'ensemble des actifs, donc du secteur, de tout secteur confondu, les salariés du secteur privé et public, demandeurs d'emploi, jeunes en alternance et insertion. Sur ces 32 milliards, 40% sont consacrés à la rémunération des stagiaires. Donc ça coûte cher, on le sait. Et au final, 16 milliards sont consacrés à l'investissement en formation hors frais de gestion. Donc il n'y a vraiment que 16 milliards qui sont concernés. Alors, comme vous le savez, je pense la plupart, pour financer la formation professionnelle, une contribution unique collectée par un seul organisme qui est l'OPCA, et en l'occurrence l'OPCA de votre branche. Donc que ce soit privé, public ou associatif. Donc il y a 3 OPCA, il y a l'UNIFAF, il y a Actalliance et il y a l'ANFH qui finance les formations. Les versements sont mutualisés et donc permettent à votre OPCA de financer le plan de formation, donc tout ce qui est plan de formation que vous connaissez, le compte personnel de formation, anciennement le DIF, pour les publics qui bénéficient encore du DIF, les contrats et périodes de professionnalisation, et aujourd'hui la réforme de la formation professionnelle met l'accent sur les contrats de professionnalisation et la professionnalisation des salariés, le congé individuel de formation qui est assez peu utilisé dans les entreprises parce que ça génère une organisation assez carrée à avoir derrière, et les missions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Donc ça c'est encore autre chose et un peu plus complexe. À savoir, parce qu'on va parler du DPC, les formations DPC rentrent dans ces cadres-là, donc peuvent être utilisées pour tous ces sujets-là. Vous pouvez aussi utiliser différents budgets de formation hors OPCA. Il y a les CNR, donc les crédits non reconductibles, qui sont octroyés par les ARS de votre département. C'est bien ça. Donc ça constitue de faire un dossier qui sera un dossier de projet, un projet en fait global, qui sera envoyé à l'ARS en début d'année pour validation en milieu d'année. Donc en général en juin-juillet pour l'automne. Mais c'est quand même de l'argent en plus pour vos besoins en formation. Il y a les fonds d'intervention, donc en gros le pot commun, donc les budgets qui n'ont pas été utilisés par l'OPCA pour financer les formations des établissements tombent dans un pot commun. Et c'est des formations mutualisées que l'OPCA propose, donc c'est possible aussi. Et il y a aussi une solution qui n'est pas toujours utilisée, mais qui peut être une bonne alternative, c'est l'Interpro, donc cotiser aussi en Interpro. Donc c'est un budget complémentaire, mais ça peut vous faire bénéficier de formations supplémentaires également. Donc voilà, donc j'ai resitué un petit peu les moyens de financement. Donc maintenant, je vais laisser parler Patrice. Oui, je vais vous parler du DPC, puisque c'est ce qui nous intéresse au niveau des établissements d'hébergement des personnes âgées. Donc le DPC, c'est le développement professionnel continu. Il a été instauré par la loi 59 de la loi HPST en 2009, donc c'est le gouvernement précédent. Et il était effectif depuis le 1er janvier 2013. Il concerne tous les professionnels de santé. Alors on entend par professionnels de santé les professions médicales, libérales ou non libérales, les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes, etc. Les professions paramédicales, dont les aides-soignants, qui sont très nombreuses en EHPAD, les auxiliaires médicaux, mais aussi les professionnels de rééducation et de réadaptation, les kinésies, l'opticien, etc., ou encore des personnes qui exercent une profession médico-technique. Alors, à l'origine, dans la loi HPST, l'obligation était annuelle. Alors c'était un objectif un peu ambitieux, très coûteux et finalement irréalisable. Donc il y a eu un changement, il y a eu des discussions au cours de l'année 2015 pour adopter l'article 114 de la loi de modernisation de la santé qui officialise la mise en place d'un DPC triennal. Alors, je vais vous lire l'article de loi, qui est l'article L4021. Le développement professionnel continu a pour objectif le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences, ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation des professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de 3 ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu
comportant des actions de formation continue, d'analyse, d'évaluation, d'amélioration de ces pratiques et de gestion des risques. Donc c'est assez large. Alors en même temps, ce texte de la loi de modernisation crée une agence nationale du DPC, ANDPC, qui va remplacer l'OGDPC, qui est l'organisme actuel. Alors, il n'est pas officiellement changé, c'est-à-dire que la constitution constitutive de l'OGDPC devrait intervenir avant le 1er juillet 2016. Alors, on n'a pas encore eu la signature de cette modification, mais ça devrait pas tarder. Alors, des formations, c'est bien, mais sur quel thème? On n'a pas la liberté de former sur n'importe quoi. On le fait vraiment sur des formations qui sont déterminées par des objectifs prioritaires du gouvernement, et notamment du ministère de la Santé. Ce sont des orientations pluriannuelles, par profession ou par spécialité, sur la base de propositions de conseils nationaux professionnels ou de représentants de professions par spécialité. Donc ça, on a eu un certain nombre d'orientations publiées le 17 septembre 2015. Il y avait 34 orientations. Alors, je ne vous cite pas les 34, mais il y en a certaines qui concernent les EHPAD, notamment le repérage de la maltraitance et de la violence, la prise en charge de la douleur, le repérage et prise en charge des personnes âgées en risque de perte d'autonomie, donc ça c'est un peu plus large, la juste prescription des médicaments et la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, c'est un travail permanent dans les EHPAD actuellement, le circuit du médicament qui est en train d'être revu, l'amélioration de la pertinence des soins, ça c'est évident, mais c'est un objectif prioritaire, la réflexion éthique sur les pratiques professionnelles, ça c'est un peu nouveau. Voilà, donc la NDPC regroupe un certain nombre d'instances. Bon, je ne vais pas les détailler ici. Mais actuellement, l'OGDPC regroupe, au 22 février 2016, environ 3000 organismes de formation. Il y a 32 000 programmes qui ont été proposés et validés. 226 900 comptes. À mon avis, on est très loin de l'ensemble de ce qu'il faudrait qu'on ait comme compte. Je pense que les professionnels à former sont largement plus. Et 153 000 inscriptions réalisées pour suivre un programme DPC. Là aussi, je crois qu'on est très loin du compte, mais on a 3 ans, donc ça va se faire. Donc maintenant, il y a une partie très intéressante, c'est... Ouais, non, on la fera à la fin, les questions. Jacques Dupont va nous parler de l'intérêt de faire des formations. Comment on rentabilise les formations. Ça, c'est quand même un point crucial. Quel intérêt on a à faire des formations? Est-ce qu'on a une rentabilité financière? Est-ce qu'on a une rentabilité autre? Eh bien, Patrice, merci de me passer la parole. Excusez-moi, je ne vais pas rester assis. Vous m'autorisez à me lever? Plutôt oui, merci. Et même à me rapprocher de vous. Donc j'attends que le PowerPoint prenne place parce que vous avez remarqué que on dispose d'un très très grand écran qui nous est difficile de visualiser d'où vous êtes assis. Donc peut-être que je vous montrerai des petites choses. Le contexte de la formation. Avant même de commencer sur qu'est-ce qu'on évalue pas, à quoi ça sert, qu'est-ce qui se passe, bien peut-être j'ai voulu mettre ça en avant. Devenir polyglotte. On vient de vous parler du DPC et il y a d'autres termes qui animent notre secteur de la formation. Et je pense qu'il faut, avant même de penser à la formation, apprendre le langage formation. Donc c'était juste un petit clin d'œil pour aussi expliquer la complexité du monde dans lequel nous sommes en termes de formation. Il n'y a pas eu longtemps, enfin il y a plusieurs mois maintenant, une réforme a été faite. Vous êtes évidemment au courant de cette réforme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, des élections vont avoir lieu et que peut-être nous aurons la réforme de la réforme, comme nous avions eu la réforme de la réforme de la réforme. Donc à chaque mandature, sa réforme, donc attendons-nous peut-être à voir évoluer encore notre secteur. Donc devenir polyglotte, je vous laisse regarder cette aide-soignante. Alors on pourrait penser à n'importe quel autre soignant. Est-ce que je vais faire du MOOC? Est-ce que je vais faire du CPF? Oh, peut-être que je ferai bien un DPC, quoique la VAE. Mais qu'est-ce que la VAE? Donc on voit que le monde de la formation... Ah non,
n'oubliez pas la FOAD. Et je vous invite à faire de la FOAD, c'est quelque chose de très important. Peut-être que nous ne comprenons pas. En tout cas, n'hésitez pas à venir à la fin de cette formation, enfin de cette information. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous essayons de répondre à toutes les questions auxquelles n'aurait pas répondu cette petite présentation. Donc on voit bien que souhaiter développer ses compétences, c'est effectivement le but de chacun. Mais dans les méandres de notre secteur, il n'est pas toujours simple de tout comprendre. Et puis aussi de se parler. Car de la même manière, qui doit devenir polyglotte? Notre deuxième intervenante. Voilà, elle arrive. Notre deuxième intervenante, c'est Laure, ici présente, responsable de la formation, mais qui parfois, Laure, qui est responsable de la formation dans un groupe d'établissements, qu'il soit associatif, privé, public, et parfois membre du CODIR. Et elle a en charge la formation des personnels. Et là, d'autres termes viennent à apprendre, hein, CNR, OPCA, on retrouve le DPC, mais on voit qu'il y a d'autres mots, peut-être des attentes d'efficacité, des attentes de rentabilité. Rentabilité, le mot dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on verra que l'évaluation de la formation peut se faire autour de la rentabilité ou des attentes attendues. Alors des économies, bien sûr, hein, parce que les budgets engagés dans la formation sont assez conséquents. Malgré la réforme, vous savez, le 0,9 qui n'est plus obligatoire, mais du coup, est-ce que le budget formation deviendrait ou peut devenir une variable d'ajustement de mon budget global sur un établissement, sur un groupe d'établissements, et on voit les dangers que peut amener cette réflexion-là, et notamment la réflexion de la rentabilité. Donc la performance, hein, le budget, les résultats, toutes ces choses qui nous animent et dont on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'ils veulent dire ou comment les appréhender dans ce monde nébuleux qu'est la formation. Donc voilà, devenir polyglotte. Donc je vous invite à devenir polyglotte. Nous donnons des cours d'accéléré de format, je ne sais pas comment s'appelle la langue de la formation, mais en tout cas n'hésitez pas à venir nous voir. Je donne des cours. Patrice, alors, la formation. Quel type de formation faisons-nous depuis des années? Qu'évaluer dans la formation? Quelle formation mettre en place? Alors, depuis 1959, Monsieur Donald Kirkpatrick, que vous connaissez peut-être, certains connaissent ce modèle ou pas? Non. C'est un modèle qui nous suit depuis 1959 parce que cet homme, qui était considéré d'ailleurs comme un génie à l'époque, hein, a mis en place le principe de base sur lequel aujourd'hui nous travaillons encore autour de la formation. Alors il a créé 4 niveaux. 4 niveaux d'évaluation de la formation. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Le 5e, on se le met de côté parce que ce n'est pas lui qui l'a mis en place, c'est un autre Américain qui s'appelle Phillips et qui mettra en 5e niveau ce qu'on appelle le ROI dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, premier niveau de l'évaluation de la formation. On va voir donc réaction, apprentissage, comportement, résultat organisationnel. Avant même de se poser cette question-là, je voudrais que vous remarquiez les chiffres qui sont là. Ce sont des chiffres d'une étude qui est parue en 2011 sur qu'est-ce qu'on évalue en formation aujourd'hui dans notre secteur et plus généralement dans la formation. Eh bien, ce qui est évalué énormément, c'est le niveau 1, un peu du niveau 2, moyennement du niveau 3 et très peu au niveau 4. Je vais revenir évidemment sur ces niveaux. Le niveau 4 étant les résultats attendus par la formation. Si je vous demandais aujourd'hui qu'est-ce qu'il est important de mesurer, je pense que ici, majoritairement, vous seriez d'accord pour me dire que les résultats attendus d'une formation sont quelque chose d'important à mesurer. Sauf que dans notre réalité, de soignants, d'accompagnants, de responsables formation, eh bien, c'est quelque chose qui est très peu fait aujourd'hui. Donc on voit bien l'inversion de la volonté que l'on a, ou même du bon sens que l'on peut avoir à se dire qu'est-ce que j'évalue quand je propose une formation à mes équipes. Comprenez bien la problématique. Et que dans notre réalité, ben voilà comment nous évaluons la formation aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau 1 ? Les participants ont-ils apprécié la formation ? Waouh ! Premier niveau d'évaluation,
évidemment, qu'on fait dans la grande majorité des cas. Mais on voit bien qu'il ne suffit pas d'évaluer à chaud, en plus ce sont des évaluations qui se font à chaud, le niveau de satisfaction. Imaginez que ma responsable formation, ici présente, Laure, me dise « Jacques, tu vas faire une formation de formateur. Tu vas faire une formation de formateur aux Seychelles. Tu vas faire une formation de formateur aux Seychelles en décembre. » Vous imaginez le choc climatique. Bon, je vais bougonner un peu au départ, hein, parce que c'est loin, quoi. Il y a beaucoup d'heures de vol. Mais bon, finalement, je vais prendre l'avion et je vais aller me rendre à cette formation aux Seychelles. Eh bien, on voit bien le biais introduit par le lieu de la formation. Quand on va me dire « Tu étais satisfait de ta formation ?» Je vous laisse imaginer ce que je vais répondre. Ben, j'étais aux Seychelles, quoi. Donc évidemment, j'étais satisfait. On voit bien les biais que peuvent entraîner ce premier niveau d'évaluation sur la satisfaction à chaud. Par expérience, ça fait maintenant, depuis 2011, je parcours les routes de France et de Navarre en formation, d'un EHPAD à l'autre, d'un SSR à l'autre. Et au début, je m'enorgueillissais d'avoir des résultats en niveau 1 excellents. C'est-à-dire que je sortais de ma formation, waouh, génial, ils ont aimé ma formation, qu'est-ce que ça me fait du bien, ils m'ont apprécié en tant que formateur, waouh. Peut-être que je n'étais pas allé assez loin dans ma réflexion, parce que peut-être qu'à l'époque, je ne connaissais pas encore ces différents niveaux d'évaluation de la formation. Alors ça fait du bien à l'ego en tant que formateur, mais on se rend compte que derrière, quand la mission est d'accompagner des équipes sur des points aussi importants que la bientraitance, que le projet personnalisé, que toute autre formation qu'un stagiaire a pu choisir ou dans lequel il s'est inscrit, eh bien évidemment ce niveau 1 de satisfaction, au-delà de mon ego, ne suffit pas à évaluer le travail et l'évaluation qui a été choisie à un moment donné par un responsable de formation. Alors, je vais faire une pause bouteille d'eau. Vous m'autorisez ? Merci. Alors, il y a un niveau 2, évidemment, dans l'évaluation que M. Kirkpatrick nous propose, qui est les apprentissages. Qu'est-ce qu'on a appris ? On peut mesurer, effectivement, les apprentissages. Peut-être que quand nous nous quitterons tout à l'heure, eh bien, là, un des apprentissages que vous aurez eu, c'est que vous connaîtrez les 4 niveaux d'évaluation de la formation de Kirkpatrick. Voilà, un apprentissage. D'accord ? On évalue les apprentissages. Alors, il y a plusieurs techniques pour évaluer les apprentissages. Si vous avez participé à des formations, vous les connaissez aussi bien que moi. Ce sont les quiz, les tests d'évaluation de connaissances, quiz avant, quiz après. C'est un grand classique dans l'acquisition des connaissances et dans la vérification que des stagiaires ont acquis des connaissances. Niveau 3, alors là, c'est déjà très très intéressant. Niveau 3 sont les comportements. C'est comment, à l'issue de la formation, de retour dans mon établissement, de retour dans ma vie réelle d'accompagnant, de soignant, de votre profession, eh bien, qu'est-ce que j'applique de ce que j'ai appris à la formation ? C'est la mise en œuvre de ce que j'ai vu en formation dans mon quotidien d'accompagnant. Donc ça, c'est le niveau 3. Et vous remarquerez eh bien, que on mesure assez peu la réalité de ce qu'a pu produire une formation dans nos établissements. Alors là, 35% en plus, c'est tout le secteur confondu. Et on sait bien aujourd'hui que dans les EHPAD, on le mesure encore moins dans le secteur EHPAD. Le niveau 4 de Kirkpatrick dans l'évaluation de la formation, c'est finalement, est-ce qu'on a atteint des objectifs ? Est-ce qu'on a atteint les objectifs de ressources humaines, opérationnelles ou même financiers qu'on s'était fixés. Voilà. Quel résultat, finalement, la formation a induit dans notre établissement, dans notre structure. Donc ça existe depuis 1959 et inlassablement, depuis cette époque, nous réalisons des formations sur ce modèle-là, notamment dans leur évaluation. La grande problématique, c'est que souvent, on s'arrête ici dans l'évaluation, on monte assez peu dans ces niveaux-là. On verra ensuite que ce modèle a été modifié
par la famille de M. Kirkpatrick, mais avant d'être modifié par la famille de M. Kirkpatrick, il y a un monsieur qui s'appelle Phillips qui lui a créé un niveau 5. Combien vaut le retour sur investissement? Vous imaginez que pour une structure, l'investissement dans l'information, c'est quelque chose d'important. Au-delà de l'important, c'est peut-être même essentiel. Former ses équipes, les accompagner dans leur évolution professionnelle, les faire monter en compétences pour un résultat attendu qui est effectivement l'accompagnement au quotidien des gens qui sont sous notre responsabilité. Et, ben non. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas formé sur PowerPoint, donc vous voyez la catastrophe. Donc, le niveau 5, combien vaut le retour sur investissement? Donc, monsieur Philips, lui, il s'est dit, j'investis 1 euro dans la formation, combien me rapporte 7 euros? Donc, on voit qu'on est dans une logique financière de la formation. Alors, on peut imaginer qu'un dirigeant d'entreprise, on va prendre peut-être même un dirigeant d'un grand groupe, hein, il en existe parmi nous. J'ai vu tout à l'heure, je suis passé dans un groupe qui s'appelait le groupe Corian. On peut imaginer que le groupe Corian décide d'investir dans la formation. Je pense que leur budget formation doit être colossal. Eh bien, est-ce qu'on peut être dans une logique uniquement financière et se dire, ben, quand j'investis 1 euro dans la formation, combien me rapporte 7 euros? Alors, ce modèle qui existe, finalement, enfin, cette évaluation sur le ROI, on s'aperçoit dans la réalité, alors je ne vous ai pas décrit l'ensemble du modèle et la façon dont on calcule le retour sur investissement, parce que ça aurait pris beaucoup de temps, c'est assez complexe, voire indigeste, et surtout, on ne le fait quasiment jamais, ça ne se pratique pas. Alors pourquoi ça ne se pratique pas ou peu? Eh bien parce que parfois, il est encore plus coûteux d'essayer de calculer le retour sur investissement de ce qui a été investi dans une formation, parce qu'il va falloir isoler. Il va falloir se dire, ben voilà, on a investi ça, mais la formation, ça a aussi pris, je dirais, du temps de gens. Il a fallu remplacer, il a fallu mettre à disposition une salle, il a fallu aussi engager d'autres frais au-delà de ce qui a été investi dans la formation. Donc on est sur des formules assez complexes de ce calcul de retour sur investissement, et il a plutôt, en général, été abandonné. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes des décideurs en matière d'investissement en formation, je vous invite à d'ailleurs découvrir un autre système que l'on va voir maintenant. Merci Patrice. Qui est en fait le fameux modèle des 4 niveaux de Kirkpatrick, modifié par ses propres enfants. Donc il leur avait laissé en héritage les 4 niveaux. Ils ont gardé ces 4 niveaux, mais ils les ont modifiés. Ils les ont améliorés. Et aujourd'hui, eh bien, on peut, j'allais dire, travailler autour de ce modèle-là. Ceux qui sont acteurs de la formation, ben, je vous invite évidemment à bien comprendre ce schéma et le système dans lequel il s'applique. Et vous allez, je vais vous décrire évidemment son fonctionnement et vous allez évidemment en comprendre le principe. Alors on garde toujours le niveau 1. Vous vous souvenez, on avait un niveau 1 qui était les réactions à chaud. Et bien là, on le complexifie un peu. Tout à l'heure, c'était « Êtes-vous satisfait de la formation ?» Oui, non, plutôt non, plutôt très, plutôt pas assez, etc. Et bien là, on se dit que le niveau 1, il y a plusieurs éléments à mesurer dans le niveau 1. Quand on s'engage en formation, quand on propose une formation, il y a un premier niveau donc de satisfaction qui est à mesurer. Et qu'est-ce qu'on va mesurer? Évidemment, la satisfaction. Hein, êtes-vous satisfait? Mais aussi l'implication. Qu'est-ce que c'est que l'implication? C'est est-ce que j'ai simplement assisté à une formation où un formateur génial derrière son PowerPoint n'a fait que lire le PowerPoint et ne m'a pas finalement impliqué dans la formation? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pratiqué? Est-ce que j'ai échangé? Est-ce que j'ai fait de l'échange de pratique? Est-ce que j'ai été mis en situation? J'imagine que vous avez été en formation et vous faites la différence entre une formation où vous êtes statique et que vous absorbez un contenu qu'on vous propose, ou quand vous êtes au contraire dynamique, c'est-à-dire quand évidemment il y a du contenu à absorber, des connaissances à apprendre, mais quand la formation est interactive, quand elle vous met en situation. Donc ça, c'est l'implication. Quelque chose à évaluer qui est très intéressant, c'est la pertinence. Qu'est-ce que c'est la pertinence?
Eh bien, la pertinence, c'est qu'aujourd'hui, on a une formation sur le projet personnalisé. Nous sommes en EHPAD, d'accord ? La formation se déroule bien et on interviewe, donc on demande à Monsieur X s'il est content de la formation. Bah oui, il est content, ça s'est bien passé, j'ai appris des choses, je suis plutôt satisfait. Est-ce que vous êtes senti impliqué dans cette formation? Bah oui, il y a eu des jeux de rôle, j'ai appris, voilà, j'ai interagi avec mes collègues, c'était bien. Est-ce que c'est pertinent? La pertinence, elle se mesure sur, finalement, est-ce que moi qui viens d'être formé vais être acteur de ce à quoi j'ai été formé dans mon établissement? Ah ben moi, non, je ne fais pas de PP. Je suis à l'accueil, on m'a inscrit au projet personnalisé, mais finalement, je ne participe pas au projet personnalisé. Vous voyez le seuil de pertinence? C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un en formation qui, derrière, ne se servira pas ou ne sera pas impliqué dans la compétence qu'on a essayé de lui inculquer. Donc ça, c'est le degré de pertinence de la formation. C'est comme si on me formait au pansement anti-escar, alors que je ne suis jamais en position de soignant ou d'accompagner des gens qui ont des escars ou de prévenir ces escars. Donc c'est la pertinence. Donc on conserve notre niveau 1 d'évaluation et on y rajoute le niveau 2. Le niveau 2 concerne les apprentissages. Alors la connaissance, évidemment, j'ai appris ou pas des choses. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait les évaluer avec des quiz, des tests, etc. La compétence, on ne mesure pas assez la compétence. Qu'est-ce que la compétence? C'est est-ce que je vais être capable, est-ce que je maîtrise les connaissances que je viens d'apprendre? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de mettre en œuvre un projet personnalisé? Est-ce que je connais les étapes du projet personnalisé? Et est-ce que à mon retour dans mon établissement, je pourrais le mettre en œuvre ou pas? L'attitude. L'attitude, alors c'est important, l'attitude, c'est la façon dont je vais peut-être pouvoir le mettre en œuvre dans l'établissement duquel je fais partie. On est sur les attitudes. La confiance, c'est la confiance de ses supérieurs. C'est que vous savez, des fois, on revient de formation, ou on entend même en formation des stagiaires qui nous disent « Ouais, mais c'est bien beau ce que vous nous dites, mais on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire, on n'a pas le temps, on n'a pas les budgets, on n'a pas les moyens. » Et donc ça, c'est la confiance dans notre établissement, dans celui dont je viens, qui m'a envoyé en formation. Et ensuite, l'engagement, c'est à la fin de la formation. Est-ce que je m'engage à mettre en œuvre ce que j'ai appris pendant cette formation? Quels sont les engagements que je prends? Est-ce qu'à la fin de la formation, je dis, bah oui, bah moi, après ce que j'ai vu aujourd'hui ou depuis 3 jours, bah je vais le mettre en œuvre dans mon établissement. Donc, niveau 2 d'évaluation. Ensuite, nous conservons le niveau 3 qui sont les comportements. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai vu en formation, je vais le mettre en œuvre dans l'établissement? Et on verra que finalement, il y a pour que la mise en œuvre puisse se faire dans l'établissement, eh bien, on verra qu'il y a ce qu'on appelle des éléments associés qui vont être importants pour que les personnes puissent mettre en œuvre dans l'établissement. Je vais vous montrer une étude qui a été faite qui est juste incroyable en termes de ce qu'elle nous raconte. Et je vais demander à Patrice je reviendrai sur ce schéma juste après. C'est l'importance donc du déploiement de la formation. Nous avons fait une étude et nous avons pris le groupe 1. Préparation à la formation, budget consacré 5%. Conception, création, déploiement de la formation, budget accordé 90%. Ça, c'est le temps présentiel de formation. Suivi, c'est là-dessus que je veux nous interpeller, suivi post-formation, 5% du budget alloué au coût global de la formation. C'est-à-dire que la préparation, il n'y en a pas eu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été appelé par un responsable de formation. Est-ce que vous faites l'accompagnement à la personne âgée désorientée? Oui. Vous pouvez m'envoyer votre programme? Oui. Bon, ben, je vous signe un devis, c'est très bien. Préparation, convention, voilà. Ça, c'est les 5 € alloués. Eh bien, quand on voit sur ce type de fonctionnement en formation, et là, je m'adresse notamment aux responsables de formation, s'il y en a dans la salle, c'est quelque chose qui nous concerne au plus près. Eh bien, quand on est sur ces modèles-là, on se rend compte que l'acquisition du groupe est la suivante. Non pas essayer de pratiquer, non pas essayer de pratiquer ce qu'ils ont vu en formation, 15%. Ont essayé de pratiquer et ont échoué 70%. Ça veut dire que dans le groupe que j'ai formé, il y avait des gens de bonne volonté. Ils avaient envie.
ils étaient portés par quelque chose, ils repartaient reboostés de la formation. Et pour ceux qui ont été formés, je pense que vous avez tous suivi des formations, et bien des fois, effectivement, la formation, waouh, elle nous donne un coup de jus, elle se dit, waouh, je vais pouvoir faire ça, on va le faire comme ça, etc. Puis on arrive dans l'établissement, et patatras. La résistance est là, la résistance au changement. Les collègues qui nous disent « Oh bah oui, c'était bien ta formation, mais nous, on fait comme ça et on continue de faire comme ça. » C'est tous ces freins qui existent. Donc, ont essayé de pratiquer, ont échoué 70%, pratiquent de manière pérenne 15%. En tant que formateur, quand j'ai découvert cette étude, ça a remis en question ma pratique de la formation. Pourquoi ? Ben moi, quand je suis formateur et que j'ai 10 personnes en face de moi, et que je pense que ce que je distille comme information est une bonne information, que les techniques que je propose sont des techniques intéressantes, quand je fais participer les stagiaires, quand j'interagis avec eux, quand je leur dis ce qui va être bénéfique pour eux, mais aussi pour les gens qui les accompagnent, eh bien, quand je regarde ce modèle-là, ce modèle sur lequel on fonctionne depuis des années, des décennies, eh bien, je me dis quoi ? Je me dis que sur 12 personnes ou 10 personnes, il y en a une, 1,5, bon, on va dire une. Si j'étais optimiste, je dirais 2, donc je vais dire 2, parce que j'ai une tendance optimiste. Donc il y en a 2 qui vont effectivement changer dans leur comportement. Changer pourquoi ? Parce qu'ils ont été convaincus du message qui leur était proposé. Mais vous voyez que c'est quand même terrible en termes d'évaluation. Même formation sur un autre modèle pour le groupe numéro 2. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Non, on descend. Merci Patrick. Avec le même budget, je répartis différemment l'action de formation. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 5 € dans la préparation, je mets 25 €. Ensuite, dans mon action présentielle, au lieu d'avoir 90% du présentiel, j'en ai plus que 25. Peut-être que je ferai un jour de formation au lieu de 3 jours. Et par contre, j'organise un suivi post-formation. Et là, c'est 50% du budget global alloué à la formation. Eh bien, je vous laisse découvrir les résultats. Ils parlent d'eux-mêmes, je n'ai quasiment pas besoin de les commenter. Tout à l'heure, on était à 15% qui pratiquent de manière pérenne. On est à 85% de gens qui pratiquent de manière pérenne ce qu'ils ont vu en formation. Alors, si j'ai des responsables de formation dans la salle, eh bien, je vous laisse réfléchir là-dessus. Si j'ai des stagiaires dans la salle, je vous laisse interpeller vos cadres, vos responsables de formation pour leur expliquer le modèle auquel je vais revenir. Ça veut dire que préparer la formation, c'est peut-être se demander qu'est-ce que j'attends de la formation, plutôt que de sortir le catalogue et de dire, bon voilà, cette année on va faire bientraitance, on va faire Alzheimer, on va faire animation, etc. C'est quoi les retours que j'ai d'une formation ? À quoi j'engage mes équipes ? À quoi j'engage mon établissement à travers la formation ? Donc j'identifie beaucoup plus mes attentes. Conception, création, déploiement, là on est sur du présentiel moins long. Par contre, suivi post-formation. Et là j'organise le suivi. Alors le suivi, il s'organise de plein de manières différentes. De toute façon, je suis à budget constant, donc j'organise mon suivi en fonction du budget. Ça va peut-être être du e-learning, ça va peut-être être du tutorat de stagiaires. Je suis tuteur à distance de stagiaires qui m'appellent, qui me demandent, qui me posent des questions et je les informe. Ça va peut-être aussi être retourner dans l'établissement et faire ce qu'on appelle de l'immersion. Je m'immerge avec l'équipe et j'accompagne l'équipe pour voir comment les changements ont lieu ou pas. Et je les accompagne dans ces changements. Donc voilà, donc ça c'est très important. Enfin, je voulais vous montrer ces chiffres-là parce qu'ils parlent d'eux-mêmes. Alors, ils nous mettent en responsabilité, y compris les organismes de formation. Parce que nous, en tant qu'organisme de formation, ça fait des années et des années qu'on propose le premier modèle. Vous signez la convention, on vient 3 jours et on vous envoie le petit suivi, c'est-à-dire ils étaient contents. C'est-à-dire que nous prenons, nous, en tant qu'organisme de formation, notre part de responsabilité dans ces modèles que l'on fait depuis des années et des années. On va revenir au modèle de Kirkpatrick, s'il te plaît, et sa famille. C'est pas vrai ? Tu m'as pas averti. Alors, je crois que je n'ai plus beaucoup de temps.
Et puis en plus, on doit passer quand même la parole à notre charmante directrice qui est venue quand même témoigner. Et donc je dois lui laisser du temps pour témoigner. Mais je voulais aussi vous convaincre de l'intérêt de ce modèle-là. Donc pour que les comportements changent, ça nécessite aussi de la part de la structure, évidemment de contrôler, mais aussi de renforcer, d'encourager, de récompenser. Récompenser, c'est pas seulement avoir de l'argent, ça peut être d'autres manières de récompenser. Et en fait, quand vous faites de la préparation en amont, ben, vos résultats attendus, ils sont déjà là, puisque vous les avez créés dans la préparation, et donc vous allez pouvoir mesurer les effets de votre formation. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc excusez-moi pour mes propos un petit peu engagés, voire presque émotionnellement passionnés. Ceci étant, je suis à votre disposition sur le stand de Géroscopie, puisque je dirige le pôle formation de Géroscopie, et Laure aussi pourra être à votre écoute sur les problèmes de financement et sur le DPC. Patrick est là. Je vais donc passer la parole à Madame Leïla Joret, directrice d'un établissement de Seine-et-Marne, à Varennes, qui accueille environ 65 résidents, qui présentent des pathologies de type Alzheimer. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Donc, je pense que vous êtes directeur, en tout cas, vous êtes manager. Donc, les plans de formation, vous les connaissez, hein, on les fait en septembre. Effectivement, on les choisit sur des catalogues. Moi, j'ai fait ça pendant des années, comme vous. Hein, je pensais que c'était la bonne méthode. En tout cas, on m'en avait pas parlé d'autres. Et au bout de quelques années, au bout de 6 ans, on s'est quand même aperçu que, moi, j'appartiens au groupe Corian, en fait. On avait 3% de notre masse salariale qu'on impactait sur la formation. Et j'avais la chance d'avoir, puisque j'appartiens à la Seine-et-Marne, des CNR qui étaient conséquents pour la formation. Et on a fini par réfléchir, au bout de 5 ans, presque 6, sur les objectifs de la formation. Parce qu'en fait, on n'arrêtait pas, on en faisait énormément. On se cassait la tête pour faire des recrutements pour remplacer nos personnels en formation continue. Hein. Je parle de formation continue sur la maladie d'Alzheimer, sur l'animation auprès des personnes atteintes de démence, le rôle des référents, enfin tout un tas de choses. Et en fait, à un moment donné, on a réfléchi, on a créé en fait au cœur de la résidence des relais de la formation. On s'est dit, c'est pas possible, on n'arrête pas de former, je dépense beaucoup d'argent, beaucoup de moyens et on se cassait la tête pour remplacer une fois de plus. Et en fait, on a créé des relais. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait intervenir des formateurs sur 2 jours ou 3 jours, mais comme le disait très bien Jacques Dupont, en fait, c'était plus de 3 jours consécutifs. C'était 2 jours. Déjà, on réfléchissait avec les délégués du personnel, avec l'équipe, et en fait, on demandait au personnel un engagement, c'est-à-dire de s'inscrire dans des formations qui les intéressaient, où il y avait ils avaient une sensibilisation. Donc, on a fait des pôles, on a élaboré notre plan de formation, on a donc créé ces référents, c'est-à-dire que pour les bonnes pratiques, sur des personnels, on fait appel comme vous, comme moi, vous avez des arrêts maladie, vous avez des congés payés à en remplacer. Et en fait, les bonnes pratiques de l'établissement, on était sur la méthode Naomi Feld. Pour les résidents, c'était important en tout cas de demeurer là-dessus. Et on a nommé des référents sur chaque équipe. On a 2 équipes, l'équipe 1 et l'équipe 2. Et on a nommé des référents. Donc, et je pense que ça a valorisé vraiment les personnels. C'est-à-dire que des référents sur la bientraitance, sur les bonnes pratiques, sur l'animation, parce que l'animation est l'affaire de tous. Hein, c'est pas uniquement l'animateur qui est coordinateur et qui va se couper en 4 dans 4 unités pour faire de l'animation. Donc, on a nommé des référents. Et ce que j'ai demandé, en tout cas, à l'époque, ça s'appelait pas Géroscopie, mais ça l'est devenu, sur le pôle formation, de travailler sur 1 journée, voire 1 journée et demie, sur de la formation, sur des informations pratico-pratiques, sur de la pédagogie, et après sur du pratico-pratique, donc en immersion. Ce que vous avez dit, Jacques, en fait, c'est en immersion, c'est-à-dire quelques semaines après la théorie, en fait, les personnels partaient avec des devoirs. C'est-à-dire 5 semaines après, ils revenaient en immersion pour voir ce qui se faisait sur le plan pratico-pratique, sur l'acquisition des personnels, sur l'appartenance au projet. Et en fait, on s'apercevait que les 12 personnels qui étaient partis en formation, les 10-12, avaient en fait ventilé auprès de leurs collègues, donc une dynamique, et surtout répondu aux objectifs de la formation par des biais, en fait. Et en fait, ils avaient l'adresse mail et le téléphone, donc ils prenaient en fait les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain, ils échangeaient avec le formateur.
Et on s'est aperçu qu'ils avaient développé des compétences et surtout qu'ils ils s'étaient engagés et investis, quoi. Ils étaient partie prenante. Et elles étaient actrices principales. On avait créé un scénario et elles devenaient actrices de cela. Et ce qui a permis en fait de faire de l'émulation sur le groupe Corian, puisque du coup Géroscopie intervient maintenant sur pas mal de formations. Et moi je suis en fait en mission transversale. Je vais voir des collègues directeurs qui ont un espace dédié aux résidents qui présentent des démences. Et en fait, je leur parle des formations et de ce qui est important et indispensable en fait dans les cantous, dans les zones protégées. Alors maintenant, on appelle des zones, enfin chez nous, c'est des unités Aloïs chez Corian. Et en fait, en mission transversale, et je leur indique en fait la formation, c'est-à-dire les devoirs de vacances, l'appartenance. On a aussi du turnover chez nous, vous le savez bien. Hein. Donc c'est important de nommer plutôt 2 référentes qu'une pour justement que ça vive. Parce que la formation, comme je la faisais auparavant, bah voilà, c'était super pendant 15 jours, les filles, elles étaient portées. Et puis bon, c'était comme un soufflet, ça redescendait. Alors aussi, ce qui a été important pour nous, en fait, de mesurer, c'est la satisfaction des résidents, des familles. Et chez Corian, en tout cas, il y a une enquête de satisfaction pour les personnels. Et aujourd'hui, sur notre groupe, en fait, on est les 17e sur 289 établissements en termes de résidents, de familles. Alors, vous savez, comme les familles, c'est compliqué. Hein. Elles ne sont pas, elles, en immersion, mais elles sont là à des moments ponctuels et elles sont dans un regard, des fois, qui n'est pas très, je dirais, voilà, à l'instant T, quoi. Elles ne voient pas la globalité, mais plutôt des petits instants de présence. Et pour le coup, on est quand même 17e sur notre groupe. Donc, ça permet les effets, en tout cas, de ces formations, de l'engagement, de l'investissement des équipes, et surtout les indicateurs qualité, en fait, sur les enquêtes de satisfaction, eh ben, je pense que ça peut porter quand même un directeur à des pratiques un peu novatrices, hein, au départ. Voilà. Bon, bah écoutez... J'ai failli jamais l'arrêter. Merci Madame Joret de ce témoignage. Alors évidemment, nous restons à votre disposition quelques instants pour répondre à des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Vous avez notre stand qui est juste à côté, donc vous pouvez venir nous voir. Et puis, eh bien, faisons évoluer ensemble la formation et la façon. Ah, c'est fini. On me bâillonne, on me coupe la parole. Camarades, levons-nous. Je ne serai pas bâillonné. Non, je ne me tairai pas. Donc, nous vous attendons sur notre stand. Nous sommes là pour répondre à vos questions si vous aviez des questions. Et je pense que c'est à nous tous de faire évoluer les modèles de formation dans cette jungle. Et je vous rappelais d'être polyglotte dans la jungle des mots, dans la jungle des budgets. Revenons à une redéfinition claire de nos objectifs pour avoir une évaluation autour de ces objectifs. Merci encore de votre présence et puis à très vite dans notre secteur, hein, parce que ce monde est un monde petit. À très vite. Merci.